C'était la finale de la Coupe du Monde, hein. Je vous apprends rien, il y a quelques jours. Victoire de l'Argentine dans un match plutôt spectaculaire. Il faut savoir que Messi, foot, on connaît, mais basket, Argentine, ça marche aussi pas mal. Quand on parle justement de l'Argentine et du basket, quel premier nom comme ça vous vient à l'esprit ? Moi j'ai un peu honte, parce que normalement ce serait Ginobili, évidemment, mais moi c'est Scola qui vient en premier. Scola, l'intérieur de Houston. Pour l'avoir fréquenté beaucoup en Liga ACB, un joueur incroyable, pas très grand, mais qui a eu une carrière tellement longue, tellement fort. Encore une fois, pas surdimensionné, j'allais dire presque sous-dimensionné pour son poste, mais quand même en NBA, il a fait des gros cartons, donc joueur incroyable. Scola. Pepe Sanchez. Pepe Sanchez, oh je l'avais pas. Oh, Pepe. Ouais, Pepe. Mais non, mais c'est le profil du joueur, c'est la petite papade gauche, c'est le nom, c'est... Carlos Delfino, non, pour le shoot, toi qui as shooté un peu partout. J'adore Carlos Delfino, il y avait Nocioni, il y avait... Walter Herrmann. Walter Herrmann, effectivement. Si tu veux, il y avait quand même une sacrée... Il y a un vrai contingent. C'est la génération 2004 et c'était les JO d'Athènes. Génération dorée. Ouais, la génération dorée. Donc c'était quand même quelque chose qui a tout de même marqué mon esprit. Puis c'est difficile quand on est amateur de basket de ne pas apprécier l'Argentine à sa juste valeur. En tout cas, dans cette génération, il y a eu la Grèce, il y a eu la France, et il y a eu l'Argentine. Et elles ont leurs équipes. Beaucoup plus classe au basket qu'au foot, hein, d'ailleurs, les Argentins. Ouais, on peut dire ça. Honnêtement, vraiment beaucoup de classe, cette équipe d'Argentine. Ouais. En que basket, des messieurs, des vrais messieurs. Que des vrais messieurs, effectivement. Oberto, on n'a pas parlé d'Oberto, un vrai monsieur aussi. Ouais. Mais concrètement, quand tu vois l'équipe de foot, ça fait beaucoup moins rêver. Ouais, c'est différent. Bah, surtout quand tu vois le gardien qui est en train de se toucher avec son gant, c'est un peu moyen quand même. Ça a marqué Fred, ça. Ouais. Effectivement, c'était une image un peu particulière. Moi, je me tourne vers Antoine qui a vu Prigioni arriver en NBA à 35 ans. Donc, l'arrière qui fait partie de cette génération dorée, hein, bien sûr, champion olympique en 2004. Qu'est-ce qu'on en a pensé de Prigioni quand il était encore un joueur NBA il y a peut-être de ça 3 à 4 saisons? Ouais, ça fait un petit moment, mais il est encore dans le coin. Il travaille notamment avec le syndicat des joueurs. On le voit régulièrement sur le bord de parquet du Barclays Center, du Madison Square Garden. C'est quelqu'un qui est encore impliqué. Moi, ce que je me rappelle, c'est de sa roublardise. Il avait cette spéciale sur les remises en jeu après les paniers. Il arrivait à faire la petite interception qui allait bien et tout. Et vrai meneur, ce qui fait toujours plaisir du côté de New York. Après, si je me rappelle bien, il y a eu des blessures, des choses comme ça. Il n'a pas toujours pu être là. Mais c'est quelqu'un que personnellement j'apprécie et je suis ravi aussi des noms qui ont été mentionnés parce que cette génération argentine nous a vraiment fait plaisir sur le basket international. Melvin, Manu Ginobili, ça te parle? Tu l'as sûrement vu jouer côté conférence Ouest des États-Unis. Quel joueur ça a été sur le plan du jeu, mais surtout au niveau de l'aura, Manu Ginobili? Bon, au niveau de l'aura, je pense que déjà c'est quelqu'un qu'il ne faut pas l'oublier, qui a accepté d'être mis sur le banc, de jouer le rôle de 6e homme pour le bien de cette équipe des Spurs. C'est quelque chose, je pense, qui a un peu donné le ton à NBA. On a vu d'autres joueurs après le faire, comme Iguodala maintenant pour les Warriors. Moi, ce que je garde pour Ginobili, c'est que partout où il allait, il y avait toujours une caravane de fans argentins qui étaient là avec les maillots, avec la même passion qu'on a vue dimanche, qui était là. C'est la même qui le suivait partout. C'est impressionnant. Bon, revenons un peu sur l'actualité World Cup pour faire un petit peu le lien. Ça a été suivi aussi par les basketteurs NBA, notamment LeBron James. Et ce qui a vraiment accaparé un peu l'attention, c'était le duel entre les deux numéros 10, donc Messi et Kylian Mbappé. Et ça a tweeté. On va vous montrer quelques images. LeBron James qui, waouh, Mbappé. Il y a aussi Nicolas Batum, What This Game, Kylian. Qu'est-ce qu'on a encore James Harden qui disait le GOAT c'est Messi ou un truc comme ça, je crois. Oui, bon, James Harden. Oui, c'est pour ça, il devait être dans un truc de strip et il a dit, la meuf s'appelait Messi, elle dit le GOAT c'est Messi. Voilà, donc Josh Hart, Josh Hart a tweeté, Donovan Mitchell, Bradley Beal, qu'est-ce qu'on a d'André Jordan. T'as les Grizzlies aussi qui ont fait une petite vidéo avec une sorte de sondage en live avec les joueurs. Vous êtes plus côté France ou Argentine? Non, mais c'est sympa. On voit quand même qu'il y a cette plateforme universelle du sport de très haut niveau où les stars s'admirent les unes les autres et on observe ce qui se fait même dans les autres sports. Quand tu es t'as les finales NBA, t'as la Coupe du Monde, t'as le Super Bowl, t'as tous ces événements où à un moment donné, t'es juste un fanatique de sport. Tu sors de ton prisme individualisé et tu apprécies tout simplement. Foot est mondialisé, clairement. Ça intéresse aussi la NBA. On rappelle,
Petite parenthèse que la prochaine World Cup aura lieu du côté des États-Unis, Canada, Mexique et États-Unis. Des athlètes américains qui investissent dans des clubs de foot, que ce soit sur le territoire américain ou en Europe. Donc, puis il faut pas oublier, Carmelo Anthony avait investi du côté de Puerto Rico aussi. Donc, tu vois, on peut demander peut-être aux Américains le poids, justement, dernière question qui n'était pas prévue, mais le poids un peu de la Coupe du Monde aux États-Unis par rapport à ce qu'on vient de vivre. Est-ce qu'on sent qu'il y a eu un engouement aussi, la performance peut-être aussi de l'équipe américaine? Est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau du soccer, comme on l'appelle là-bas aux US? Vas-y, Melvin, comment? Oui, il y a clairement un engouement. Alors le fait que les Américains soient qualifiés, ça a forcément aidé, mais tous les 4 ans, on a cet engouement. Moi, j'ai plein de potes qui étaient ni argentins ni français, qui voulaient juste regarder la finale, qui étaient juste mais comme des dingues. Il y a, je pense, un momentum pour cette Coupe du Monde de 2026. Il y a eu beaucoup de progrès déjà sur le football féminin, les filles qui sont championnes du monde côté américain. Et côté masculin, ça commence petit à petit à monter en puissance avec la MLS. D'ailleurs, vous pouvez écouter le podcast Hype sur la MLS, qui est très très bien. Mais donc, je pense que ça va monter crescendo jusqu'à cette Coupe du Monde. Et puis, c'est un roster très jeune. C'est ça aussi qui est prometteur pour cette équipe américaine, c'est qu'il faut faire attention. On l'avait toujours dit, on en avait parlé lors de notre podcast à l'ancienne, quand on avait créé et qu'on s'occupait de tous les sports différents. On avait toujours mis le doigt sur le fait que les États-Unis ont cette culture du triple sport, baseball, foot américain. On va en parler justement de la culture des sports US dans quelques minutes. Imaginons que certains de leurs meilleurs athlètes commencent à tomber en amour du foot, et là, la hiérarchie peut être un petit peu chamboulée. Ouais.